Pour nous, c'est bon. Chers amis, comme ils le disent, c'est bon. C'est vraiment bon de vous retrouver. C'est vraiment bon de se retrouver autour d'un immense artiste, Michelangelo Pistoletto, dont je vais vous dire un tout petit mot tout à l'heure, et qui va commencer une conversation qui va être évidemment passionnante avec Donatien Gros, que je vous présenterai dans quelques instants. D'abord, je voudrais remercier vivement les amis de l'École des Beaux-Arts de Paris. Merci d'avoir organisé cette rencontre, cette masterclass. On a déjà rencontré ensemble, il y a quelques années, Giuseppe Pennone, on a rencontré Anselm Kiefer, Annette Messager, aujourd'hui Michelangelo Pistoletto. La barre est très haute, comme vous le voyez, à chaque fois, et c'est passionnant, et pour les étudiants, et pour nous. Et donc, merci infiniment d'avoir organisé cela. Cela, vous ne l'auriez pas organisé sans l'aide de la Galerie Continua et de Lorenzo Fiaschi. Voilà, Lorenzo, quelle chance de t'avoir avec nous. Merci de nous avoir aidés. Alors, vous connaissez peut-être tous la Galerie Continua. Si vous allez régulièrement à Pékin, ou bien à La Havane, ou bien à San Gimignano, ou bien à côté de Paris, ou à Paris même, eh bien, vous rencontrez les grands artistes qu'ils défendent d'une façon très particulière. Ils les défendent avec cœur, ça c'est normal, c'est la moindre des choses. Mais en plus, ils aiment adopter les grands projets impossibles qu'ils aiment que ces artistes veulent réaliser. Et ils accompagnent effectivement les artistes bien au-delà de l'installation de quelques objets dans la galerie. Et pour cela, je dois dire, cela mérite un respect très profond. Merci infiniment, Lorenzo. Voilà. Alors, Michelangelo Pistoletto, dont je vais vous parler dans quelques instants, évidemment, va avoir un entretien avec Donatien Gros. Alors Donatien Gros, je pense que personne, qu'il soit passionné par les lettres françaises, par les lettres étrangères, par le commissariat d'exposition, par l'histoire de la numismatique, ou bien l'histoire romaine, ou bien qu'il soit un amateur de Proust, personne ne peut ne pas le connaître. C'est impossible. Parce que Donatien, évidemment normalien, docteur en lettres, docteur en philosophie, diplômé de Sciences Po et bien d'autres, est aussi le conseiller pour l'art contemporain de la présidence du musée d'Orsay et de l'Orangerie. C'est surtout quelqu'un qui a une passion extraordinaire pour l'art et un lien avec les artistes très étroit. Il a fait récemment d'ailleurs une exposition dans laquelle figurait Michelangelo Pistoletto à Los Angeles. C'était la rencontre entre deux idées très simples, Platon et Los Angeles. Ça s'appelait comme ça, Platon and Los Angeles, Platon and LA, quelque chose comme ça. Et donc, merci Donatien de nous faire la joie d'être avec nous. Donatien est un personnage dont l'amour de l'art est évident, toujours en pleine transmission, et il se passionne pour quelque chose qui caractérise toute l'œuvre de Michelangelo Pistoletto, qui est la compréhension de l'humain dans sa totalité. C'est-à-dire pas seulement l'humain inventeur de formes depuis 40 000 ans, pas seulement l'humain et ses comportements sociaux, pas seulement l'humain et l'économie, la totalité de l'humain. Quand Michelangelo Pistoletto, que j'ai rencontré pour ma part la première fois il n'y a pas très longtemps, c'était en 1993, quand je préparais l'exposition Hors Limite au Centre Pompidou, et que j'ai revu à quelques autres occasions, eh bien, quand Michelangelo Pistoletto a commencé son travail, il a commencé avec des grandes toiles noires à la fin des années 50, avec un autoportrait qui était associé à celui-ci, puis une plaque métallique sur laquelle se réfléchissait autour de son portrait ou autour d'autres personnages qu'il a inclus dans le tableau, la totalité du monde. Et évidemment, la façon dont l'œuvre devenait ce qui allait recevoir l'énergie des mouvements des gens et du monde donnait déjà la sensation d'un désir de compréhension de la totalité des choses et de l'absorption par l'œuvre de la totalité des choses. J'ai la sensation que son travail, que ce soit son travail qu'on associe à l'arte povera, ou son travail que l'on associe, qui a été celui des objets en moins, ou de l'homme noir, tout le travail consécutif, vient de cette idée de parvenir à une globalisation. Alors peut-être Lorenzo, tu nous diras un mot aussi des grandes entreprises qu'il a lancées depuis, son grand projet justement d'homme total, mais aussi son projet magnifique d'usine pour les artistes et qu'il a monté donc en Italie il n'y a pas très longtemps. Donc le personnage que vous allez rencontrer, grâce à l'intervention de Donatien et grâce à la Galerie Continua, est un personnage immense qui a marqué tous les artistes. Alors comme on parle de tous les artistes, je mentionne un artiste auquel nous pensons tous ensemble aujourd'hui, et parce qu'il nous a quittés, que c'est un professeur pendant 25 ans dans cette école qui a eu beaucoup de professeurs immenses. Il s'agit de Boltanski, donc j'ai une pensée pour lui, nous avons tous une pensée pour lui.
je vais donner la parole à Lorenzo immédiatement pour ramener un peu de gaieté parmi vous. À tout de suite. Heureusement que je parle après Jean et pas après Michelangelo et Donatien, parce que comme Jean parle si bien et si précisément, c'est difficile. Moi, je voudrais dire quelque chose de plus personnel en ce moment. Ça sonne. Il y a un autre micro trop près. Ouais. Donc moi, je voulais remercier Michelangelo et aussi... Alors moi, je voulais remercier aussi Michelangelo et Maria parce que... J'essaie l'autre peut-être. Voilà. Parce que bientôt, je vais chanter. Hein. Alors, ça sonne. J'espère que ça n'a pas sonné pour eux aussi. Alors, je voulais dire que Michelangelo et Maria m'ont enseigné beaucoup. Avec Maurizio et Mario, ça fait maintenant 26 ans avec qui on travaille. Je vais dire aussi que nous, on a ouvert la galerie il y a 30 ans à San Gimignano, et je peux vous dire que énormément d'artistes nous ont dit « Non, vous êtes gentils, c'est sympa, mais bon, voilà, ils n'étaient pas intéressés à être avec nous ». Michelangelo Pistoletto a écouté les idées, il nous a donné notre chance. Donc, je ne peux pas cacher, et vous savez très bien, que quand on commence à travailler avec un artiste comme Michelangelo Pistoletto, qui s'appelle Michelangelo Pistoletto, donc déjà connu, ça a été pour nous une bénédiction. Donc, j'en suis touché encore aujourd'hui. Quand je le dis chaque fois, j'en ai les frissons, parce que 3 garçons, parce qu'on avait une vingtaine d'années, de San Gimignano sans un rond, avoir la possibilité de travailler avec les idées et quelqu'un qui écoute les idées, et pas si nous on était à la hauteur du marché international de l'art, c'était pour nous une leçon qui nous laisse et nous restera toujours humble. Ça, c'est important de le dire, parce que sans Pistoletto et sans d'autres artistes qui ont suivi, qui ont écouté les idées, justement, ça a été fondamental. Et ce qui nous porte en avant à faire des projets dans des lieux difficiles. On a ouvert la première galerie étrangère en Chine, on a ouvert à Cuba, au Brésil, à la campagne, à 1 heure de Paris. C'est parce qu'on pense que l'art est une chance pour tous, et ça nous permet de grandir. Il y a une chose que Michelangelo, avec ce projet, explique fortement, que la combinaison des 2 éléments crée beaucoup de choses. Je vais en dire une toute simple. On met du bleu, on met du jaune, on fait du vert. C'est de la peinture. Donc c'est de la création, de la créativité. On se met ensemble, on n'est pas d'accord, mais on crée une autre chose. Ça, c'est ce qu'on a appris grâce à Michelangelo. Et j'ai aussi envie de remercier mes équipes, la famille Continua, qui sont ici en France, au Brésil, à Cuba et par ailleurs, qui suivent un peu ce qu'on aime, ça veut dire la rencontre. Je vais dire une chose un peu forte, mais on le sent vraiment. La culture, souvent, on reproche le marché de l'art. Moi, j'ai un salaire, Maurizio a un salaire. Tout ce qui reste sur la table, on le repartage parce que l'argent sert pour faire des projets et les projets ne servent pas pour faire de l'argent. Donc, Michelangelo aussi, ça me l'a appris. Je suis très touché qu'il soit venu dans une période si difficile ici à Paris. Mais il a une forme incroyable. Je vais finir sur une note intéressante. Avant d'arriver ici, Michelangelo était sur les montagnes en train de skier. Et ce n'est pas une blague. Merci à vous tous. Merci aux amis des Beaux-Arts. Merci à Jean Deloisy. Merci à Donatien, qui n'a pas réfléchi une seconde quand nous les avons invités. Donc merci à tous ceux qui supportent la culture et l'art. Merci à la différence. Merci. Hop, je vais me lancer cette. Alors, je crois que c'est censé fonctionner tout seul. Alors, moi, j'ai été immensément. Attends. Voilà. Ouais, là, c'est censé. Je suis censé. Hop. Voilà, c'est bon, non? Ok. Bon. Ouais. Le moment technique. Ouais, alors ça s'arrête tout seul. Allez, voilà. Et après. Parce qu'en plus, il y a des images. Donc, ah ben, ça s'arrête encore. Oui, bon.
diaporama. Ok. Bon. Bon. Ça va se régler, nous on va discuter. Mais ça devrait, oui. Oui, c'est l'idée, mais ça roule pas tout de suite, quoi. Ok, non, bon. Ok, bon, alors déjà, je vais juste te dire que je suis moi aussi très intimidé et touché d'être avec vous. Et ayant lu vos travaux, ayant eu le privilège de venir vous rendre visite à Città dell'Arte, et donc qui est l'extraordinaire projet de Michelangelo à Biella. Et je voudrais vous poser une première question, parce que j'ai réfléchi à toutes les questions que je pourrais vous poser, parce que j'ai lu beaucoup de vos textes, j'ai vu beaucoup de vos œuvres, j'ai eu le privilège de venir vous rendre visite, voir cette extraordinaire création totale que vous avez faite là-bas, hein, que vous avez, entre l'art, la littérature, l'architecture, la mode, la performance, tout y est. Et je me suis toujours posé la question, mon problème de prononciation tout à l'heure était un peu signifiant. Città dell'arte, c'est évidemment un jeu de mots entre città et cittadella. Et vous avez écrit un texte sur Città dell'arte dont vous parlez disant cittadella, que c'est un lieu où l'art est bien, on va dire. Mais vous n'insistez pas beaucoup dans ce texte sur la protection. Moi, j'ai toujours pensé qu'une citadelle, c'était un lieu où on protégeait les choses contre un danger. Et une chose que j'admire infiniment chez vous, c'est votre extraordinaire optimisme, votre caractère toujours positif, actif, intégrateur. Mais je me suis dit, quid de la négativité chez Michelangelo Pistoletto et de quoi la città dell'arte protège-t-elle? Merci, bonsoir tout le monde. Je réponds comme ça. Donc, Città dell'arte est un mot qui met ensemble deux mots. Citadelle qui est justement, comme vous avez dit, le lieu de la protection et la protection de l'art, le lieu de la défense. Il faut défendre l'art, il faut la protéger, il faut la garder. Il faut avoir un amour très fort pour l'art, pour la protéger. Donc, d'un côté, la citadelle. De l'autre côté, la ville, città. Città et la ville, c'est l'extension de l'art vers le monde, l'art qui touche à ce qu'il y a au dehors de la défense. C'est-à-dire, c'est le risque, c'est aller plus loin, c'est toucher à toutes les possibilités que l'art peut offrir dans son rapport avec le monde. Ça, c'est la città. Mais avec Città dell'arte, on met ensemble città et cittadelle, ville et citadelle, pour en faire une civilisation de l'art. Parce qu'en italien, on dirait civiltà dell'arte, hein, civilisation. C'est-à-dire l'art, protéger l'art, ouvrir l'art au monde pour en faire une civilisation. Civilisation que le monde nécessite à partir de l'art. C'est ça. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui menace l'art? Parce que je vous pose cette question parce que vous êtes un artiste. C'est une des choses les plus faciles. Et les œuvres en miroir le manifestent directement. Vous intégrez. L'intégration dans le miroir, l'intégration dans le monde, on a l'impression qu'il n'y a que positivité, au fond, dans votre œuvre et votre regard sur le monde. Donc, quelle est la menace? De quoi la Città dell'arte est-elle la citadelle? Contre quoi est-elle la citadelle? Je voudrais substituer le mot positivité par le mot équilibre, par le mot équilibre, harmonie, hein? Harmonie, équilibre. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher que la négativité existe, le négatif existe et le positif existe. Sont les deux éléments, le positif et le négatif, qui doivent toujours trouver dans son rencontre créer une situation nouvelle qui va sortir toujours de la connexion
des deux extrêmes, des différences. Donc, négativité, positivité sont à l'origine de tout le système, du système universel. L'univers existe pour la connexion d'éléments opposés et différents. Et donc, mais avec cette connexion, on arrive à, comme j'ai fait dans mon symbole de la trénamique, symbole trénamique, je mets en évidence le fait que nous avons toujours des éléments différents dans les deux cercles opposés, mais le cercle central est toujours prêt à accueillir les éléments contraposés pour les mettre ensemble et produire un élément nouveau qui n'existait pas. Ça, c'est la création. En un sens, c'est un renversement de la dialectique hegelienne. Dialectique hegelienne, vous avez thèse, antithèse, synthèse. Antithèse, Au contraire, ouais. c'est cet espace de rencontre. Ouais. Oui, mais vous pouvez... C'est thèse, antithèse et synthèse, et c'est un comportement juste, conceptuellement juste, socialement juste, mais il faut aussi comprendre que la nature, avant que l'être humain existe, déjà travaillait dans ce sens-là, thèse, antithèse et synthèse. Mais parce que, par exemple, nous avons d'un côté, nous avons oxygène, de l'autre côté, nous avons l'hydrogène. Avec la juste composition, vous arrivez au centre à avoir l'eau. Ça, c'est la nature qui produit ce phénomène. Donc, le pôle positif d'un côté, le pôle négatif de l'autre côté, produisent au centre l'électricité. C'est la création. Le masculin, le féminin produisent au centre un être humain qui n'existait pas, qui va être féminin ou masculin, c'est-à-dire des signes opposés, pour créer dans la société la reproduction et la création des êtres humains. Je remarque que vous ne répondez pas à ma question, Michelangelo. La menace. Qu'est-ce qui menace l'art? C'était la menace. Oui. Quelle est la menace? La menace est qu'avec le système de la création, nous pouvons créer tout, n'importe quoi. C'est-à-dire mettre ensemble deux éléments pour en avoir un troisième. Mais avec ce système, on peut créer les monstres. Les êtres humains ont la capacité de créer les monstres. La nature produit des situations qui pour nous sont difficiles à se défendre, par exemple. Mais la nature n'a pas le concept de la monstruosité. C'est nous, on produit les monstres. Par exemple, on produit quelque chose comme le nazisme, par exemple, c'est une chose en elle-même est une conception parfaite. Le nazisme est parfait parce que l'esthétique est impeccable. Il y a une morale précise qui est basée sur la destruction des êtres humains. Et ça, c'est la monstruosité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est le monstre. C'est pour en faire un exemple. Mais nous, on produit des monstres toujours, partout. Mais il faut considérer ce symbole, ce signe aussi, dans le sens qu'il faut prendre la vertu et la mettre d'un côté, le symbole négatif, c'est-à-dire le monstre, de l'autre côté, et en faire une balance, et faire sortir ensemble un équilibre. Ce que nous voulons comme nécessité, comme société, c'est une société équilibrée. Mais attention, aussi l'équilibre est peut-être dangereux. Parce que quand on a décidé qu'un système d'équilibre doit être décisif, une loi décisive, on arrive à cristalliser l'équilibre. Et c'est pour ça que l'art, quand l'art travaille sur une recherche d'équilibre, elle travaille aussi sur une recherche de dynamisme, de redynamiser l'équilibre. Et ça, c'est la nature de l'art.
de trouver l'équilibre entre les choses et de nouveau diviser les éléments pour les recomposer autrement. C'est intéressant parce que je pense que chaque fois que vous dites quelque chose, ça me mène à 30 questions différentes. Mais il y en a une sur laquelle je veux juste rebondir parce que c'est ce dont vous venez de parler. Parce que la façon dont vous parlez de dynamique me fait évidemment penser, même si je ne suis pas du tout philosophe, à Bergson, au rapport au temps, au rapport du temps et du mouvement. Et pour vous, quel est le rapport entre cette dynamique de l'art et le temps ? Le temps dans lequel vous vivez, le temps long. Le temps. Vous savez, le temps, c'est quelque chose que j'ai trouvé en travaillant. Parce que j'ai travaillé sur les deux dimensions du tableau, la hauteur et la largeur, et la surface, qui pouvait être en bois, un morceau de bois, peut-être être une toile, en mur. Mais après, j'étais très attiré, très intéressé par la sculpture aussi. Parce que la sculpture est un élément tridimensionnel. Il y a 3 dimensions. Et la performance aussi. Oui, performance. Mais pas seulement 2 dimensions, 3 dimensions. Mais quand j'ai commencé à travailler sur le fond de mon tableau, et en cherchant de trouver un rapport entre ma personne, c'est-à-dire mon autoportrait, en répondant à la question qui je suis, qu'est-ce que je suis, autoportrait. L'autoportrait, pour me connaître dans l'autoportrait, j'ai besoin d'un miroir. Alors le miroir a été toujours à côté de la toile pour pouvoir faire l'autoportrait. Parce qu'un peintre, il pouvait dans le temps, il n'y avait pas encore la photo dans le temps. Pour peindre la nature, on pouvait regarder directement la nature, mais pour faire son autoportrait, on ne pouvait pas, il faut avoir un autoportrait, un miroir. Donc, avec le miroir, moi j'ai dit, mais c'est bien, l'art moderne nous a amenés à une liberté incroyable. Je peux faire mon signe personnel. Mais mon signe personnel, j'ai plus besoin de le faire parce qu'il y a déjà tellement d'artistes qui ont fait des signes personnels moi, je serais un épigone en faisant ça. Mais quand même, j'ai appris que je dois me reconnaître. Je dois parler de moi, mais comment j'en parle? Je devrais me mettre devant moi. Et alors, finalement, j'ai dit l'autoportrait. Mais j'ai travaillé pour changer le fond, c'est-à-dire le fond sur lequel on peignait la figure. Et je l'ai fait devenir petit à petit, à partir d'un fond or, argent, et jusqu'à un noir couvert de vernis très brillante. J'ai fini pour me voir réfléchir dans l'œuvre. À ce moment-là, j'ai vu bouger moi-même dans l'œuvre. J'ai vu que quelque chose se passait. Ce n'était plus la 2 dimensions du tableau. Pas seulement la 3e dimension, parce que la peinture que je faisais se détachait comme une sculpture de fond. Mais c'était le temps qui passe. C'était le temps qui passe. Parce que moi j'étais là, après un moment, j'étais de l'autre côté, mais le temps était passé et moi j'étais toujours dans le tableau. Alors c'est le temps qui passe. Mais il faut dire que c'était un peu le rêve de certains artistes du XXe siècle. Les futuristes disaient, on voudrait mettre le spectateur au centre de l'œuvre. Mais ils le disaient, mais ils ne l'ont pas fait. On voudrait mettre le mouvement dans l'œuvre. Alors, ils ont fait des tableaux descriptifs de mouvement. C'est-à-dire, Bâle a fait le petit chien avec les jambes qui bougent. C'était une sorte
des imitations du film, non? C'est comme les oiseaux qui passent. Mais c'était en conte, c'était raconté, c'était pas vrai. Tandis que dans le miroir, tu vois les gens qui bougent, qui passent et qui traversent, tu vois les animaux qui passent, et tu vois les nuages qui passent, tu vois le jour et la nuit, tu vois très, très, très distant. Mais distant dans le sens que tout change, tout passe. Le présent n'est jamais le même, il change toujours, il passe toujours. Une question que je me pose, qui est un petit peu un lieu commun, mais quelle relation voyez-vous entre les œuvres que vous avez réalisées et que vous continuez de réaliser avec les miroirs et Andy Warhol? Parce que vous voyez, Warhol, le jeu, c'est une peinture derrière qui peut être expressionniste abstraite, une image surimposée et la tension entre les deux. Et vous, c'est un peu l'inverse. Parce que l'image est là, mais vous refusez, vous sortez de la peinture expressionniste abstraite. Warhol a pris comme sens universel la phénoménologie de la reproduction, le système de consommation. Le système de consommation américaine était considéré, à ce moment-là, et a été considéré par tout le monde, est encore considéré aujourd'hui comme un système universel. Tandis que le miroir est l'univers. Ce n'est pas un système américain. Vous remplacez l'universel par l'univers. Mais c'est aussi tout le rapport au cosmos qui est au cœur. Ce qui est intéressant avec le miroir, c'est qu'il ouvre à la verticalité. Mais c'est intéressant de voir dans le musée d'art moderne, dans le MoMA de New York, normalement, ils exposent. Bon, quand ils sont exposés, ils ne sont pas toujours exposés, les œuvres. Mais dans la collection, ils ont toujours mis mon œuvre et un Andy Warhol devant. Donc Andy Warhol ne reflète pas mon œuvre, mais moi, je reflète son œuvre. Je voudrais vous poser une autre question, aussi, qui est un peu liée, en un sens, à cette question de Warhol. Mais... Enfin, non, j'ai une autre question avant, qui est une question de curiosité. Sur l'autoportrait au miroir, est-ce que l'autoportrait au miroir de Parmigianino, de Parmesan, est-ce que c'est une œuvre qui vous a intéressé, où il joue avec le reflet et il reconstruit son image? Est-ce que c'est une chose qui vous intéresse ou pas du tout? C'est une question curieuse. Moi, je ne suis pas parti. Il m'intéresse tout ce qui a été fait, non pas seulement avec le miroir dans le passé, mais je vois qu'il y a toujours eu une attention au miroir de façon différente. Mais vous voyez, pour moi, le miroir n'était pas un élément émotionnel qui me tirait dedans pour des questions d'émotion, comme Alice dans le miroir. Moi, je n'ai jamais rêvé dans ce sens. En plus, l'œuvre, pour moi, le miroir, les tableaux au miroir, parce qu'on dit le miroir, pour moi, c'est toujours le tableau au miroir. Il y a toujours un élément fixé, hein, qui est la photographie. Et la photo a la fonction d'arrêter un instant qui passe dans le présent, qui passe dans le miroir. Donc le présent s'en va. Ce qu'on voit dans le miroir, il n'était pas là, il est là, il n'est plus là dans chaque instant. Et il y a le temps juste pour en faire une photo. Visiblement, on a trouvé une machine qui est la machine à photo, qui nous permet de fixer un instant qui passe dans le miroir, qui passe dans la vie, hein, mais dans le miroir aussi. Et donc, je mets l'instant figé, fixé, qui ne passe plus, qui reste. Donc, c'est la mémoire. C'est la mémoire que nous avons dans notre tête et dans notre capacité de conservation, de conserver les images,
les musées sont des photos de moments différents du temps. Hein. La mémoire, et alors quid de l'histoire? Hein? Vous dites que les tableaux intègrent, sont à la fois la mémoire et le présent, mais quel est le rôle de l'histoire dans cette construction, Oui, mais par opposition à la mémoire? le rôle de l'histoire, dans le tableau miroir, sans l'histoire, je ne serais pas arrivé au présent. Ce qui mène à une autre question, qui est, je pense, qui est une des questions un peu clés, me semble-t-il, dans votre œuvre et dans votre vie, c'est que d'un côté, vous appartenez, enfin, c'est des catégories américaines, hein, mais bon, c'est pas Andy Warhol, mais vous appartenez à une lignée qui est la lignée moderne, que les Américains appelleraient moderniste. Vous continuez à écrire des manifestes, le 3e récemment, et en même temps, votre pratique, votre œuvre complètement multiforme, hein, puisque c'est vraiment... Et vous voulez adopter cette méthode qui peut aller de la peinture à la sculpture, à la photographie, à la performance, et ainsi de suite, et à l'action sociale, cette démultiplication de votre action pourrait être qualifiée, on pourrait presque dire, de postmoderne. De quel côté est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes moderne, postmoderne, moderne étant postmoderne, ou est-ce que ma question est absurde, ce qui est possible? Je suis moderne, je pense que le concept de postmoderne, c'était pas dans notre tête, tant moins dans la mienne. Mais si vous pensez que j'ai eu la nécessité d'utiliser la photo pour faire une œuvre qui était le plus avancée dans le sens de la 4e dimension, qu'on n'avait pas encore touché dans l'art, je suis arrivé à devoir utiliser la photo. Ça veut dire que c'était la conclusion de toute la réaction qu'on a eue dans l'histoire de l'art moderne à la photo. La photo qui avait mis en crise l'art, parce que la photo avait une fonction qui a été totalement bouleversée par la reproduction, la multiplication et tout ça. Et donc, a mis en crise l'art. Mais l'art moderne, c'est formidable que cette crise soit arrivée pour donner à l'art moderne une indépendance, une autonomie qu'elle n'avait jamais eue avant. Elle était totalement autonome dans sa recherche intérieure. Mais finalement, dans le tableau miroir, j'ai eu la nécessité d'utiliser la photo, donc de passer au-delà de ce qui était le problème de la mise en crise de l'art. C'était la fin de la mise en crise de l'art. Ce qui mène à une autre question, c'est que l'une des questions qui se pose au moment de l'invention de la photographie, c'est cette sorte de fausse vérité. C'est-à-dire que c'est pour ça, enfin, c'est une histoire connue, c'est pour ça que Courbet repeint l'origine des baigneuses de Courbet, c'est qu'il y avait un photographe qui s'appelait Jules Vallot de Villeneuve, qui était un des premiers photographes, et il y avait une femme qui était un peu plantureuse, et donc il a pris un crayon et il a commencé à redessiner le corps pour en faire un idéal. Donc la photo, qui était censée être un art de la vérité, était tout de suite un mensonge. Et c'est pour ça que Courbet dit, mais non, pas du tout, moi je vais vous donner à voir la vérité. Comme dirait Cézanne, je vous dois la vérité en peinture et je vous la dirai. Et ce qu'il fait, c'est qu'il peint des peintures avec le véritable corps du modèle, et non pas le corps transformé par la photo. Ce qui pose la question, j'y arrive, la photo prétend dire, ou entend, ou donne l'illusion d'une vérité. La photo donne à la même fonction de miroir, parce que l'image qu'elle donne est objective. Il n'y a rien de subjectif, il n'y a pas de subjectivité dans la photo. Après, on peut faire de la photo artistique, maintenant on le fait. Mais moi, je l'ai utilisé pour la qualité phénoménologique de la photo, pas pour l'expression qu'on pouvait en faire.
parce que aussi le miroir peut être manipulé. Mais moi, je n'ai pas manipulé le miroir pour donner des effets émotionnels que j'aurais pu désirer montrer. Je n'ai jamais montré rien, je n'ai plus montré rien de émotionnel, de personnel. C'était la phénoménologie de l'œuvre qui m'intéressait, le phénomène. C'est pour ça que mon travail est devenu très proche à la science. L'art est proche à la science. Ce qui pose encore une autre question, c'est qu'on a un peu l'impression que la conception que vous avez de votre œuvre et des formes de votre création est une conception qui est très liée à l'idée ancienne des humanités. Au fond, ces humanités qui étaient sans cesse poreuses. Et j'aimerais beaucoup vous entendre parler un peu de ce que vous pensez des humanités et des humanités en relation à votre vie, à votre art. Ben, moi, je suis un animal. Je suis un animal qui pense. C'est pour ça que je suis humain. Alors, les êtres humains sont des animaux qui pensent. Donc, penser... Qui pensent ou des animaux en cité? Hein? Des animaux qui pensent ou des animaux en cité? Vous savez, c'est la définition d'Aristote. L'être humain est zoon politikon. Comment? Non, est-ce que vous dites je suis un être humain qui pense? Oui. Non, un animal qui pense. Hein, un animal qui pense. Un animal. Un animal. Quel est le rapport entre animal qui pense et animal qui vit en cité, qui vit dans une cité, dans une ville? Non, même nous sommes en train de chercher de donner aux animaux des animaux comme les chiens, les chats, les animaux qui sont proches, un sens d'humanité et peut-être comment dire, lui montrer que des petites choses humaines. Hein. Quand un animal fait quelque chose qui semble être humain, c'est une joie formidable. Ah là là, il semble être humain. On se reflète dans l'animal pour voir, voilà, tu vois, nous sommes bien, nous sommes capables de faire des choses formidables. Mais on voudrait bien que les animaux, que les fleurs, que la terre, que les nuages, que l'eau pensent comme nous. C'est pour ça que nous avons créé ce monde artificiel, finalement, qui grossit, et on arrive finalement à avoir un miroir technologique de plus en plus parfait. On arrive aujourd'hui, moi je suis très intéressé aujourd'hui à continuer mon travail dans le sens de monde artificiel, de la structure artificielle, parce que c'est un miroir. La technologie, le robot nous ressemble. Le robot est organisé de façon qu'il nous ressemble, mais il fait nos gestes, il fait les choses. On voudrait que le robot soit comme nous. Ça serait un succès pour nous de dire, voilà, nous avons fait une imitation pas seulement visuelle, pas seulement physique, mais identique. Mais alors, dans ce sens-là, vous voyez, nous on est en train de produire ce qu'on a fait spécialement dans les derniers 2 siècles. On est arrivé à créer un monde artificiel. Un monde vraiment artificiel qui est en train de créer des gros problèmes au monde naturel. Donc ça, on le dit partout, on le sait partout, on essaye maintenant de trouver des solutions possibles. Alors c'est pour ça que je dis, c'est le moment de voir comment mettre en relation ces deux éléments, nature et monde naturel et monde artificiel, les deux mondes qui sont arrivés en conflit. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut trouver l'équilibre et l'harmonie. Je pensais à une chose, le terme de relation qui est, vous savez, enfin, c'était Glissant qui opposait l'identité à la relation. Édouard Glissant, le grand penseur, oui. Opposait l'identité à la relation.
il préférait penser à un modèle de relation plutôt qu'évidemment qu'un modèle d'identité. Est-ce que vous pouvez parler un peu du rapport pour vous entre relation et identité? Et après, j'aurai une autre question. Moi, j'ai trouvé la relation en cherchant mon identité. J'ai cherché mon identité à travers le tableau miroir, à travers la relation de moi vers moi-même. Mais quand le miroir a pris dans mon œuvre les autres, le monde entier, le visiteur, il est devenu partie de l'œuvre comme je l'étais. Il a pris ma place. La perspective qui est née du tableau miroir est une perspective qui a un double sens. Ce n'est plus la perspective de la Renaissance qui regardait dehors de la fenêtre, qui regardait devant les yeux de l'artiste, ou même de l'homme de science. C'était un concept de perspective en avant, avancer. Et on est arrivé à avancer jusqu'au XXe siècle. Et maintenant, on se pose la question, comment avancer? Alors, le tableau miroir fait du spectateur le centre de l'œuvre, mais physiquement le centre, pas seulement parce qu'il se voit dedans dans l'œuvre, parce que ce qu'il voit dans le tableau miroir, le spectateur, et tout ce qui va devant lui, c'est la totalité, c'est tout ce qu'il faut. Hein? Mais en même temps, tout ce qui va devant lui, ou elle, est derrière lui et derrière elle. Il est au centre entre le réel et le virtuel. Mais ça suffit de tourner l'œuvre et vous avez une vision 300 degrés. Ben, ce n'est pas seulement, vous pouvez tourner vous-même en haut et en bas, et virtuel et réel, et font une sphère. Donc, vous êtes au centre, physiquement. Donc, on est dans un moment où on est physiquement au centre de l'univers parce que nous avons la capacité de mettre les éléments, avec notre technologie avancée, tous les éléments virtuels et les éléments physiques en contact. Et ça, c'est ce qu'on est en train de réaliser. Et une question, après j'ai une autre, un petit détour rapide, assez essentiel. Le rapport à Duchamp. Mais le rapport à Duchamp, je viens de le dire. Deux choses. Une chose, Duchamp a fait, moi je pense que son travail le plus éclatant, le plus évident, le plus significatif, c'est le grand vitre, grande vetro, le grand verre. Le grand verre, à travers le grand verre, lui, il élimine la peinture. Et il voit directement ce qu'il y a au-delà. Mais ça, il ouvre une fenêtre, encore une fois une fenêtre, vers ce qui existe. Et c'est la même fenêtre de la Renaissance. C'est la même direction de la Renaissance. Regardez devant vous. C'est pour ça que les Américains ont trouvé spécialement le pop art, le vitre de Duchamp, ils l'ont placé à Philadelphia et même les pop artistes sont partis de cette conception qu'il y avait une possibilité de continuer avec les moyens, les technologies, les systèmes plus avancés de l'économie, de la spéculation économique et de l'organisation libériste pour avoir encore un progrès. Et moi personnellement, j'ai tourné, mais encore, après aussi pratiquement dans mon travail, mais à ce moment-là, c'était le miroir qui faisait tourner la perspective et Duchamp
pouvait pas se voir dans son œuvre, ni le spectateur ne pouvait pas se voir. Et regarder dehors de la fenêtre quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est au-delà, qui va venir peut-être quelque part, qui va arriver, va passer. Mais le miroir te montre à toi-même et ce qu'il y a derrière toi. Tandis que Duchamp a essayé de se faire une photo, il est passé derrière l'œuvre, il s'est fait faire une photo avec l'œuvre, mais avec un retard incroyable, parce qu'après, il a eu du temps pour passer derrière, et pour retourner, il n'était plus là, ni spectateur était là. Donc vous voyez la différence, c'est la double perspective qui change la perspective de la Renaissance. Encore Fontana est en train d'essayer de faire un trou dans le mur pour chercher une perspective. Mais c'est toujours au-delà de la toile, au-delà du mur. Et aussi une autre chose avec Duchamp. J'ai dit, non, je disais Fontana. Fontana, quand il a vu mes tableaux miroirs, il a dit, mais tu as fait tomber le mur sans toucher le mur même. Et il me l'a dit parce qu'il était vivant. Duchamp, je ne l'ai pas connu, donc il ne m'a rien dit. La question d'avancer, la question du progrès, ça mène à la question du progrès. Est-ce que vous croyez encore au progrès? Vous parliez de 200 années d'évolution qui avaient comme ça continué. Est-ce que c'est une notion qui a encore un sens aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut, comme dirait Pérec, la remiser au magasin des accessoires? Le progrès, il y a toujours un progrès, bien sûr. Et je crois au progrès, bien sûr. 90%, 100% au progrès. Mais pour un autre genre de progrès, notre système de progrès, qui n'est plus le même. Il n'est plus le même de celui qu'on nous a amené à dégrader la nature. Donc nous devons avancer sans avoir peur d'utiliser les moyens de la nature, mais sans faire des dommages. Donc c'est ça le progrès aujourd'hui. Même scientifiquement, il faut que la science trouve une façon pour trouver un équilibre avec la nature. Et c'est un progrès énorme qu'il faut faire, qui n'existe pas encore. C'est un progrès qui est basé sur l'équilibre, pas sur abandonner un lieu pour aller dans un autre qui peut-être est mieux. Bon, tout le monde parle, bon, on abandonne le planète, on abandonne la Terre, on va sur Mars ou sur la Lune ou quelque part. Bon, allons-y, d'accord. Mais pourquoi on devrait endommager notre planète où nous vivons, où nous pouvons travailler quand même et aller très loin aussi physiquement, aussi, non seulement physiquement, mais avec des moyens extraordinaires de la modernité. Ce qui pose la question aussi, vous parliez de cette situation, c'est quel est le rôle politique, en un sens, de ce que vous faites. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que ce que vous acceptez d'assumer, que l'art existe dans la città, dans la police, dans la ville cité, et donc que l'art doit assumer d'avoir cette mission politique face à la situation que nous traversons. Oui. Maintenant, nous avons parlé d'une vision extrémisée. Par exemple, je dis que Homo sapiens, on parle aujourd'hui de ce phénomène que Homo sapiens va quitter son existence tant qu'Homo sapiens et pour devenir Homo technotisé. Moi, je pense, en tant qu'artiste, je pense que j'ai deux jambes, deux pieds. Un, il est sapiens et l'autre, il est techno. Je dois trouver mon équilibre sur ces deux pieds. Pourquoi? Je pense que c'est encore
nous sommes doubles, nous aussi, hein, gauche et droite. Il faut savoir comment marcher en utilisant les deux poids. Et c'est encore une fois cette formule, destra et sinistra, droite et gauche. En politique, ils ont fait les monuments, la droite et la gauche, du côté de l'autre. Après, à partir de ces monuments, se font la guerre. Je pense qu'il y a Sapiens, il y a Techno, mais il y a aussi la question du rapport à une forme d'ancestralité, on pourrait dire. Et j'étais assez frappé en vous écoutant tout à l'heure qu'on a l'impression qu'une grande partie de votre pensée illustre les principes de l'oracle de Delphes. De l'oracle de Delphes, la Pythie, l'oracle grec. Tout est tout en un, rien de trop, connais-toi toi-même. Et on a l'impression aussi qu'il y a chez vous une sorte de manière de renouer avec des modes de pensée, des ambitions, des pratiques philosophiques aussi, qui sont, et les formes de création, qui sont, j'emploierai pas le terme archaïque, mais disons ancestrales. Qui ne sont pas athéistes, mais... Je ne dirais pas archaïque, mais ancestral. Ancestral. Ouais. Vous avez dit athéiste. Non, j'ai dit qu'ils ne sont pas archaïques, Archaïque. mais ancestrales. Athéiste. Non, archaïque. C'est intéressant, mais c'est parce que... Non, mais c'est moi, je suis un peu sourd. Parce que j'aime bien le mot athéiste, déiste. J'aimerais bien aussi traiter ça. Parce que archaïque, Panthéiste. l'archaïsme est aussi basé sur les phénomènes religieux et politiques. Et donc, c'est ce jeu-là que j'aime bien. C'est-à-dire, pour moi, le premier œuvre d'art est l'empreinte de la main sur la paroi de la caverne. C'est là, c'est à ce moment-là que quelqu'un s'est dit, mais ça, c'est ma main physique, mais ça, c'est ma main ou c'est pas ma main? Mais c'est ma main, c'est moi, c'est la main. Mais ma main est ici, elle est là en même temps. Alors, à ce moment-là, la perception a été qu'on pouvait vraiment faire tout, n'importe quoi. Parce que s'il se passait quelque chose tellement incroyable, d'avoir une main qui n'était pas là, mais était là, donc l'univers s'est ouvert à la pensée. Et on voit immédiatement beaucoup de mains qui laissent ses empreintes sur les parois de la caverne. Et c'est le début de la société. C'est des gens qui ont déjà compris quelque chose qu'un avait compris, peut-être 2, 3, 4, et ils ont commencé à organiser la pensée en commun. Mais puisqu'ils n'avaient pas de possibilité de compréhension certifiée de ce qui était cette immensité qui allait, c'était l'inconnu. Ils ont commencé à faire des suppositions sur l'inconnu. Ils ont créé les divinités. C'est quelque chose qui doit avoir donné la force à tout ça, à l'existence. C'était une force incroyable. Alors ils ont commencé à prier à cette force. Ils disaient, sauvez-nous, ne faites pas de danger. Mais ils ont quand même fait des maisons, ils ont fait des choses pour se protéger physiquement, techniquement. Mais l'idée d'une nécessité d'avoir une conception de l'univers a été depuis toujours, depuis le moment de la première main sur le... Tandis que dans les tombeaux des anciens, on avait toujours des éléments de la vie qui restaient pour vivre plus longtemps, c'est-à-dire pour survivre à l'existence terrenne de la Terre, terrestre. Donc par exemple, l'or était... Ils ont fait des masques d'or parce que l'or était le métal le plus résistant.
sur le mort. Donc, c'était une nécessité de faire survivre l'être humain très loin. Mais la main sur la paroi nous donne encore cette sensation de survivance. Parce que la main qu'on voit là, la personne qui l'a laissée, ce n'est pas un dessin, c'était sa main. Ce n'est pas un dessin, c'était sa main. Hein? C'est une marque. C'est une marque. Mais elle est morte. La main vivante n'est plus là. Mais la main virtuelle est encore là. Alors, c'est l'idée que la virtualité aura plus loin que la réalité. J'ai aussi une autre question qui découle un peu de ce que vous disiez. C'est que une de vos particularités, on pourrait dire, c'est que vous êtes artiste, ouvrant toutes les formes de l'art, et vous êtes aussi théoricien. Comment est-ce que vous voyez le rôle entre pensée et création? Votre pensée et votre création? Donc, je pense que moi, je voudrais mettre le mot créativité entre les deux. Parce que je pense que tout le monde pense, puisque tout le monde pense à une capacité finalement acquis, qui est partie de DNA, hein, c'est la capacité de créer. Tout ce qu'on fait du matin au soir, même si ce sont des choses simples, quotidiennes, sont des choses qui impliquent toujours une création. Ce n'est pas comme les animaux que le font méthodiquement parce que c'est fait par la nature. C'est que les êtres humains, à la fin, ils se posent toujours une petite question. Ils toujours résoudre une petite question. Ils cherchent toujours, même dans les rapports les plus proches, depuis quand on est enfant, on commence à jouer. On ne peut pas vivre seul. Hein? Un enfant qui voit les autres jouer, il souffre s'il ne peut pas entrer dans le rapport. Donc, pour moi, c'est la créativité qui est humaine. Mais maintenant, je ne sais pas ici ce que les artistes ici pensent, mais normalement, si tu demandes à un artiste si tu es créatif, il dira non, je suis créateur, puisque je fais quelque chose qui est nouveau. Je ne suis pas là pour jouer des rôles, des choses qui se répètent. Mais l'artiste, moi, je suis créateur, je dois créer. Et c'est pour ça que j'ai pensé que c'était très important de trouver le symbole, la formule de la création. La formule de la création vient d'une nécessité de découvrir qu'est-ce qu'il y a dans ce phénomène de la créativité. La créativité est humaine et la création est humaine dans un point très, 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 très profond, très pointu, qui permet aussi de se rendre proche le phénomène de la création humaine à la création universelle. Et votre double vie de penseur et d'artiste? Votre double vie de penseur et d'artiste. Le lien entre les deux. Ma vie, elle est double comme la vie de tout le monde. Nous vivons entre ce besoin de vivre pour toujours et tout en savoir qu'on ne vit pas plus loin qu'un instant. Oui, oui, mais Michelangelo... Un petit instant, voilà. Mais il y a quand même le geste d'écrire des manifestes, de continuer. Écrire des manifestes dans les années 60, c'est une chose. Mais écrire des manifestes aujourd'hui, écrire des textes théoriques, élaborer une pensée très complexe, enfin, c'est quand même... Il y a beaucoup d'artistes qui le font, mais ils ne le formalisent pas forcément dans des textes comme vous le faites, et vous le faites depuis très longtemps. Et c'est quelque chose qui est quand même très particulier. Vous créez des œuvres, mais vous, en même temps et séparément, point d'interrogation, vous créez de la pensée. Oui,
Bien sûr, mais je pense que c'est juste le travail de l'art, c'est ça, de créer de la pensée. Et la Non. façon dont vous créez de la pensée avec une œuvre, et dont vous Enfin, créez de la pensée... Vous créez quelque chose à penser. Vous pouvez, même quand on fait un œuvre d'une émotion la plus simple, la plus stupide, hein, on donne toujours à penser. Il y a toujours quelqu'un qui pense. Dit, mais vous avez fait stupide, c'est stupide ça. Un autre, ah, c'est pas mal. Il y a un autre qui fait, oh, vous êtes génial. Tu donnes à penser, toujours. Mais il faut voir si tu es satisfait vis-à-vis du concept de vérité, si ta pensée correspond à la vérité. Alors, là, on revient au grand système de croyance. Et croyance, parce qu'on n'a pas les moyens de vérifier. Mais aujourd'hui, on n'avait pas les moyens. Aujourd'hui, on a les moyens de vérifier à travers la science ce qu'on découvre. Et donc, on n'a pas besoin de mentir. On peut dire la vérité. Est-ce que vous êtes contre l'émotion en art? Ah non, je pense que l'émotion est très importante. Mais moi, je suis arrivé à la... Chacun produit son émotion. Mais l'émotion est liée à une façon de faire. C'est-à-dire, on appelle la techno. L'art était aussi de faire. Comment on produit cette émotion? Parce que la musique travaille sur l'émotion, mais si on ne combine pas le système des notes, le système des sons, de façon qui produit quelque chose, mais c'est la tête qui doit faire ça. C'est la tête. Donc, moi, à travers mon travail, je suis arrivé à l'émotion de la raison. L'émotion de la raison. La raison, à comprendre la raison, pour moi, c'était la plus grande émotion que je pouvais trouver. Et c'était l'émotion que je cherchais. Et comment est-ce que vous définissez la raison? Comment est-ce que vous définissez la raison? Vous avez... Comment est-ce que vous définissez la raison? C'est quoi la raison pour vous? La raison, c'est de voir scientifiquement comment les éléments se combinent, de comment se crée l'existant pratiquement. Et on a la possibilité, on est arrivé aujourd'hui à voir, ça fait pas plus que 2 ans ou 3 ans, arriver à voir comment l'élément existant se produit. Se produit parce qu'il y a deux éléments qui sont dans le vide. C'est le vide qui produit à un certain moment non, la catalysation, c'est déjà un résultat. Donc, par exemple, dans le cercle de gauche, vous avez l'espace-temps. L'espace-temps qui est le pôle négatif. Dans l'autre cercle, vous avez la masse et énergie. Masse-énergie, qui est positif. Ces 2 éléments n'existaient pas. Mais il y a un contact entre les deux qui se crée sans que rien ne produise. C'est pour ça que ce n'est pas encore catalysé. Il y aurait un catalyseur qui les produit. Le bosone, c'est en italien, je ne sais pas en français. C'est une particelle, c'est la partie, ils l'ont appelé... La cristallisation?
la première particelle qui donne l'existence à la matière. Ils l'ont trouvé. Et moi, j'ai parlé avec un de ces scientifiques qui ont fait partie du groupe qui ont trouvé cette particelle, la particelle de l'origine de l'univers, qui est venu chez moi. Je lui ai montré tous les processus sur le concept de la naissance de l'univers à travers l'art, et il a dit, c'est parfait. Il m'a dit, c'est parfait. Nous sommes d'accord. C'est incroyable, non, d'arriver, l'art qui arrive à ce qu'est la découverte mais je suis arrivé depuis longtemps. Eux, ils ont découvert, ça fait 2-3 ans. Je vais vous poser une autre question aussi sur la différence. Vous avez ce projet Love Difference. Vous savez, quand j'ai lu vos textes et regardé les différentes créations que vous aviez faites autour de cet amour de la différence, j'ai pensé au concept qu'avait développé Jacques Derrida de différence avec un A. D-I-2-F-E-R-A-N-C-E, dont le principe était non pas simplement la différence comme séparation, mais la différence comme puissance de jonction et de relation. C'est ça. Et j'aimerais vous entendre parler un peu de ce rapport-là. Mais c'est ça. 2003, j'ai fait une table de miroitante à la forme de la Méditerranée. Et j'ai demandé aux différents pays. Elle était en train de passer. Différents pays de donner un siège. Alors, avec toutes ces sièges différentes de tous les pays, j'ai dit ça, c'est le lieu où les pays peuvent se rencontrer autour de cette table. Et donc, c'est la Méditerranée comme un miroir de toute la société qui la contourne. Et donc, je l'ai appelé Love Difference, parce que Love Difference, aimer les différences, c'est international, l'anglais. Ce n'est plus dommage, ce n'est plus le français, c'est l'anglais. Donc, c'est Love Difference, aimer les différences. Donc, c'était une table pour s'asseoir autour, tous les pays étaient représentés. C'est comme un petit parlement méditerranéen. Et donc, on avait déjà organisé beaucoup de rencontres de ce côté, de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'était un moment qui était bon. On commençait à créer des rencontres à partir des artistes qui se rencontraient au-delà des frontières. Mais après, ils ont commencé à faire les guerres et maintenant, tout s'est arrêté. Mais je pense que aussi cette question de la différence comme relation, cette différence, c'est au cœur de tout votre travail. La différence comme relation, parce que tous les éléments qui composent le troisième élément sont différents. Donc, c'est très juste, différence, de mettre la majuscule au centre, c'est juste, sont les deux éléments qui se combinent, mais se combinent, et il faut aussi trouver l'équilibre, pas seulement la création de la combinaison. Merci beaucoup, Michelangelo. Je pense que peut-être vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, j'en ai plein, hein, donc n'hésitez pas. Il y a un micro, si vous voulez poser des questions à Michelangelo Pistoletto. Merci infiniment, Michelangelo. Alors, qui a une question? Pas de questions? Alors, n'hésitez pas, s'il n'y a pas de questions, moi j'en ai en stock. Hein, donc,
Chers amis, une question. Je voudrais vous demander, Michelangelo, pouvez-vous nous décrire ce qui se passe réellement dans la citadelle de l'art? Qu'est-ce qui se passe dans votre citadelle de l'art? Oh là, il faut recommencer. Il faut repartir parce que c'est de l'art. J'avais fait un manifeste 5 ans, 4 ans avant le créer la Citadelle de l'Art. Donc, dans lequel je disais qu'il était venu le moment pour l'artiste de prendre la responsabilité de mettre en connexion tous les éléments qui forment la structure de la société, c'est-à-dire l'économie, la politique, la religion, l'éducation, l'architecture et tout, le comportement et la science, il faut mettre tout ça en relation. La Città dell'Arte est organisée dans ce sens-là. Nous avons créé les bureaux, des bureaux, on appelle les uffizi, c'est-à-dire des bureaux, et chaque bureau travaille sur un élément spécifique, qui peut être la politique, qui peut être l'architecture, peut-être l'agriculture, tout ça, et il développe quelque chose dans ce sens-là, en relation avec tous les autres éléments. C'est-à-dire, l'art est l'élément qui met en fonction toutes les relations entre les différents secteurs de la société. Par exemple, nous avons créé un système d'activité basé sur la production, l'agriculture. Donc, on a, dans toute la région, on a mis les gens qui avaient des terrains inutilisés, de les mettre à disposition. À des gens qui n'avaient pas de terrain à travailler, de voir comme ils auraient pu travailler. Et donc, il est né toute une sorte d'agriculture très, très vécue, comme c'était dans le passé. Et on a même un petit marché le mercredi chez nous, à Città dell'Arte, de tous ces produits. Pour l'architecture, j'ai proposé une ville nouvelle, un concept de ville nouvelle qui comprend la campagne. Donc, c'est la Città dell'Arte, c'est Biella, come si chiama? Ville archipelago. C'est-à-dire que ce n'est plus la ville dans les maisons, la structure fabriquée, mais la ville qui comprend le fabriqué et la campagne, et la montagne, et le bois, et l'eau, et tout. C'est-à-dire le vert prend la place de bleu de la mer. Donc la ville n'est plus seulement l'idée de mettre des jardins dans les villes, mais de mettre la ville dans les jardins. C'est un autre. Biella a été nommé Città créative de l'UNESCO à cause de notre initiative. Et on continue à travailler dans ce sens. Bon, on cherche de créer des exemples pratiques d'activités. On a créé la démo pratique à la place de la démocratie. Démocratie est un mot idéalisé. Démocratique et pratique. Donc, on a organisé cette ville dont on parle, de façon que tous les éléments productifs de la ville soient partis de toutes les rencontres, les décisions, les discussions politiques de ce qui sont nécessaires. Donc, c'est une démo pratique, à la place d'une démo pratique. Mais là, on devrait parler longtemps.
ou bien venir à Biella et voir ce qui se passe. Surtout, ce qui est important pour nous, c'est l'école. C'est l'école pour parler, montrer et organiser tout ça. Je suis à l'origine, en 91, j'avais nommé le lieu Città dell'Arte, mais à côté, Université des idées. Donc les idées comme mécanisme de transformation. Voilà. Merci beaucoup, Michelangelo. Ce que je trouve fantastique, c'est la façon dont l'art transforme le monde et n'est pas seulement le reflet. Et donc là, on a véritablement un exemple avec le travail que vous avez indiqué tout à l'heure, avec l'agriculture en particulier, de voir comment un artiste arrive à changer l'état du monde. Je trouve que ça nous rend extrêmement optimistes. Je dois vous signaler d'ailleurs que si vous voulez continuer la conversation, demain soir à 19h, il y a une conversation entre Ugo Vitrani, le fameux curateur du Palais de Tokyo que nous aimons beaucoup, et Michelangelo Pistoletto, à la Galerie Continua. Ça s'appelle Mise à nu et ça a lieu à 19h. Voilà. Mise à nu de la société. Mais on peut venir habiller, hein, c'est pas... ça fait froid, c'est froid. Donatien, merci infiniment. Michelangelo, merci.